Révolution digitale, épisode 50. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the Entrepreneur Revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous allons aujourd'hui au Maroc rencontrer un serial techpreneur acteur du changement. Cet ingénieur spécialisé en Internet des objets, systèmes embarqués et solutions web et mobiles a déjà fondé 3 sociétés tech, SOS Santé, SkillLearn et KNW Technologies. Il met sa passion et sa formidable énergie au service des nouveaux entrepreneurs en proposant des formations, du coaching et n'hésite pas à s'engager pour soutenir l'entrepreneuriat social. Il a aussi impacté jusqu'à présent plus de 20 000 entrepreneurs établis et en devenir partout dans le monde. Il intervient également en tant que speaker à de nombreux événements dont des TEDx pour encore mieux nous inspirer. Tribu Digitale, j'ai l'honneur de recevoir un entrepreneur qui a choisi de devenir le changement qu'il désirait voir dans le monde, Khalid Machat. Bonjour Khalid. Bonjour François. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer ? Je l'espère en tout cas. Mais j'en suis sûr. Alors, Khalid, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous. Déjà pour compléter un tout petit peu ce qui a été dit donc dans ma bio, donc aujourd'hui vu ma position, donc je suis appelé à travailler en tant qu'expert donc avec des clients grands comptes multinationaux et les gouvernements sur justement l'intégration et donc l'utilisation de technologies de pointe et des technologies disruptives pour le changement. Et donc on a commencé au grassroots, on a commencé avec des initiatives de bas en haut, et aujourd'hui on arrive quand même un petit peu à influencer donc les décideurs avec ce genre de projet. En ce qui concerne ma vie privée, il y a très peu de gens qui le savent, mais j'ai toujours été musicien. J'ai même fait ceci en tant que professionnel pendant un petit moment et donc j'ai été guitariste, pianiste, compositeur et donc ça c'est un petit peu mon côté en fait mon côté expressif artistique, et donc dès que je suis un petit peu surchargé avec le travail et l'entrepreneuriat, en fait je prends mon piano, ma guitare et je joue un petit morceau. C'est génial ça. Et est-ce qu'on peut voir le résultat de votre talent artistique sur Internet, peut-être sur YouTube ou sur d'autres formats ? Vous pouvez en voir en fait. J'ai déjà fait quelques cours en fait de guitare pour débutants et intermédiaires, et il y a quelques vidéos qui tournent sur Internet. Autrement, vous avez même mon compte SoundCloud où vous pouvez trouver donc mes pistes de jazz et de flamenco. Génial. Bon, on note bien ça et on ira faire un tour pour découvrir tout ça. Et bon, alors avant de parler, avant de revenir un peu sur vos projets professionnels d'entrepreneur, moi j'étais un peu sur votre site personnel. On donnera tous les détails sur votre site internet plus tard. Et alors je lis c'est en anglais, mais ça dit « Sois le papillon de l'effet papillon ». Alors moi j'ai trouvé ça génial parce que on voit vraiment que le changement il est vraiment au cœur de tous vos projets. Et
c'est quoi en fait être le papillon de l'effet papillon? Alors ça, en fait, ce petit dicton que j'ai inventé, en fait, ça vient de quand j'avais 12 ans. Alors moi, entre 12 ans et 13 ans, j'ai cofondé ma première association. Et c'était donc dans le sud du Maroc. Ça a toujours été à propos de comment créer le changement, comment améliorer la situation dans laquelle se trouvent donc mes camarades, mes compatriotes et donc ma communauté. Et la petite association que j'ai cofondée avec 3 autres gosses du même âge et 2-3 adultes qui étaient donc soit nos parents, soit donc des amis de nos parents. Aujourd'hui, a servi plus de 300 000 personnes avec des campagnes anti-dropout, avec des campagnes de partage de biens, de cours, de anti-literacy program, et tellement d'autres activités. Et ça, en fait, ça n'est pas mort, ça travaille encore, et avec plus de 300 personnes qui sont adhérents et qui travaillent ensemble pour cet objectif. Et donc l'effet papillon vient de là. Moi, à 13 ans, tu vois bien que on comprend pas très bien le monde comment il est. On est juste cette personne qui, si elle a un tout petit peu de curiosité, un tout petit peu de volonté de changement, en fait, elle devient têtue. Et ça m'est arrivé d'aller toquer sur les portes de parents pour leur demander en fait, de laisser leurs enfants revenir à l'école. J'avais organisé des patrouilles de sécurité pour les enfants qui reviennent de l'école un peu tard. Et ça a été juste pour moi quelque chose qui venait d'un besoin intrinsèque de changer les choses. Et j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, ça serait encore là et ça serait encore en train de faire du bien et ça aurait évolué jusqu'à ce point-là. Et donc, be the butterfly in the butterfly effect. Voilà, exactement. Et Tribu Digital, pour ceux et celles qui ne savent pas, mais je doute que quiconque ne sache pas ce qu'est l'effet papillon, mais c'est vrai, ça vient vraiment de cette métaphore du battement d'aile d'un papillon au Japon qui crée un ouragan en Amérique. Enfin, je pense que c'est dans ces eaux-là. C'est vraiment le fait que, voilà, tout le monde peut créer un impact avec peu de choses. On oublie souvent les ramifications et toutes les conséquences de nos actions. Et pourtant, on peut faire bouger des montagnes. Donc, merci beaucoup pour ça, Khalid. Alors, on va parler un peu de vos projets maintenant. Vous avez des sociétés, vous faites du coaching, vous êtes un speaker. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites maintenant, comment vous générez concrètement vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce ou ces business models? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors juste pour partir un petit peu sur ce que je fais, ce qui génère en fait du revenu. Donc, comme je disais, en fait, j'avais créé en fait 4 sociétés, une que j'ai vendue entièrement et les 3 autres dont une qu'on vend en fait en marque blanche. Donc ça c'est quelques ventes, au maximum 2 ventes par année. C'est une plateforme de blended learning. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est une plateforme qui fait la gestion de A à Z de formation pour des formateurs indépendants ou pour des institutions, mais qui mixe un MOOC et de la formation présentielle avec tous les éléments qui servent dans la gestion des deux. Donc ça, c'est en fait, on est parti sur ce business model-là tout simplement parce que quand on a commencé, on pensait le faire en public. D'ailleurs, la première version ou la version bêta a été lancée en public. C'était que pour de la gestion de formation présentielle et ça a eu 5000 utilisateurs actifs en moins de 3 mois en organique. Donc on s'est dit bon, c'est intéressant, pourquoi pas le faire, donc le pousser un peu plus loin. Et donc on a même fait un algorithme de reconnaissance de certificats pour en fait certifier les skills des formateurs automatiquement sans qu'on ait besoin d'avoir de l'administration derrière. Mais
Dès qu'on a fini le produit, en fait, il y a eu une fondation multinationale qui nous a demandé de le leur vendre donc en marque blanche pour qu'ils puissent l'adapter à leur niche. Et donc, on a trouvé que c'était plus facile. C'est vrai que le sales cycle est un peu plus long. Mais après, c'est du cash généré directement et donc il y a beaucoup moins de customer service derrière et il y a beaucoup moins de choses qui prendraient plus de personnel de notre côté. Et donc, c'était un petit peu le business model le plus simple à intégrer, surtout qu'on était à ce moment-là donc sur SOS Santé en train de la développer et donc on voulait pas en fait aller dans deux produits qui pouvaient être allés en public en même temps parce que ça c'est un petit peu un mauvais point pour un entrepreneur averti, c'est que il ne faut jamais avoir deux produits publics en même temps. C'est trop d'énergie gaspillée, éparpillée partout et donc il faut se concentrer sur un produit par cycle qui va faire du scaling et qui va être public. Donc ça c'est ce qui génère un petit peu des one-shots de cash flow. Par rapport aux activités journalières, ou plutôt donc les activités les plus fréquentes et les plus récurrentes que nous avons, donc c'est surtout donc KIW Technologies. Donc KIW Technologies, en fait, c'est une société qui travaille avec des clients donc nationaux et internationaux en Afrique, en Europe, en Moyen-Orient et aux États-Unis, et qui travaille surtout sur des chantiers donc d'intégration de technologies de pointe ou des technologies disruptives. Donc, un petit exemple de notre dernier chantier qui est en cours. Donc, par exemple, pour un grand développeur d'immobilier, donc l'intégration de la domotique sans fil et l'intégration aussi d'une plateforme de gestion de syndic avec de la visite en réalité virtuelle, donc des résidences. Donc tout ça à l'intérieur d'un même chantier connecté, intercommunicant. Donc ce genre de chantier est assez intéressant pour nous puisque ça nous permet en fait de toucher à plusieurs industries en même temps et à créer donc des synergies, des produits qui sont très complémentaires et très complets. Et en même temps donc ça nous permet de renforcer notre présence à l'échelle internationale en matière d'expertise en technologie de pointe. Donc aussi nous conseillons et nous formons et nous accompagnons donc des institutions gouvernementales, des multinationales et des PME dans leur stratégie de transformation digitale, dans leur stratégie d'adoption de technologies et dont on peut même aller former dans les détails chaque département du RH ou DSI, donc soit sur des technologies précises ou des outils qu'ils peuvent adopter, mais aussi donc sur de la stratégie de changement en management et de l'intégration des ICTs. Alors ça, c'est ce qui génère un petit peu donc du cash. Ce qui consomme du cash, c'est un petit peu notre nouvelle startup qui est SOS Santé. Donc SOS Santé, c'est une black box qui permet non seulement de détecter des accidents routiers. Ça s'installe dans l'allume-cigare, donc c'est un produit qui est à acheter, déballer et brancher. Et puis ça nous permet en fait de détecter les accidents, de savoir si l'accident est peut heurter les passagers ou le conducteur et qui transmet en fait les informations comme le type de sang, comme les allergies médicales au centre d'urgence le plus proche à travers GPS et de la
technologie GSM. Donc ça, c'est un produit de pointe qui est assez développé. Ça nous a pris à peu près 2 ans et demi pour arriver donc à une version qui puisse être commerciable et qui puisse être en fait surtout commerciable dans un contexte de pays émergents. Mais aussi donc ce n'est pas seulement pour des pays émergents, mais on est en train d'essayer aujourd'hui de l'intégrer en Europe. Après la directive en fait que l'Europe a prise d'imposer sur toutes les voitures vendues à partir de cette année-là d'intégrer donc un système pareil mais à la sortie de la voiture, donc il doit être intégré dans la voiture. Nous on veut en fait, si cette directive va couvrir d'ici 2020 2 ou 3% du parc automotif, en fait nous on veut couvrir les 97% qui restent, qui ne peuvent pas aller dans le garage et faire réinstaller et avoir des coûts d'installation de ce genre d'outils. Pour nous, c'est quelque chose que vous pouvez acheter directement, le plugger et l'utiliser très facilement. Waouh, c'est vraiment quelque chose de très ambitieux. Mais comment vous faites pour gérer tous ces projets en même temps, en plus de vos autres activités? Vous devez avoir un truc là. Alors, la clé, en fait, c'est de déléguer et de trouver des personnes qui sont très, très indépendantes dans leur travail. Pour être vos collaborateurs, pour être vos partenaires, en fait, aujourd'hui, par exemple, pour la partie donc refonte technologique pour SOS Santé, pour la partie donc de dashboard, parce que non seulement on le fait pour des individus, mais aussi pour des entreprises qui veulent faire de la gestion de flotte intégrée avec notre système de détection d'accidents et de reproduction mobilitaire, ou plutôt en fait une description d'accident qui puisse aider l'assurance de l'entreprise à savoir quels étaient les en fait qui a fait la faute, qui a frappé comment s'est passé l'accident. Donc toutes ces informations là, on peut en fait en déterminer à une grande probabilité l'existence, et donc tout ça doit être géré par une équipe dans laquelle on a confiance. Et dans ce cas-là, on a besoin de dirigeants de confiance qui peuvent être soit nos partenaires, soit nos collaborateurs. Non seulement une équipe technique très calée, mais aussi quelqu'un à qui on peut juste déléguer non une tâche, mais même une stratégie, et leur demander même à un niveau opérationnel de partir avec. Donc en fait c'est un petit peu ce jeu-là sur lequel moi j'ai travaillé, et aussi en fait, c'est un jeu de priorité aussi. Donc, pour moi, ma gestion temporelle, moi, je travaille sur des choses sur lesquelles il n'y a personne qui peut faire le même impact ou créer la même proposition de valeur que moi, au sein de mon entreprise, au sein de mes équipes, au sein de mes relations avec mes partenaires. Donc, il n'y a que ça qui fonctionne, en fait. C'est justement de choisir ses priorités, savoir dire non à certaines choses. Donc, il y a des fois où on peut m'inviter à certaines conférences, mais quand je vois la liste des conférenciers, je leur dis il y a suffisamment de valeur que ces gens-là vont me donner, donc je n'ai pas besoin de faire le déplacement pour ça. Et il y a des fois où c'est vraiment difficile en fait de faire ce genre d'exercice, mais après un certain moment, on s'y habitue, parce que sinon on va pas dormir, et déjà qu'on dort pas énormément. Donc c'est un petit peu ce jeu-là. Donc, quand on voit qu'on fait de la production jusqu'à 1h du matin et on doit se réveiller à 6h30 ou à 7h pour commencer un set de meeting qui va durer 5 heures, tu comprends qu'il faut déléguer quelque chose, il faut dire non à certaines choses. Ouais, certainement. Et en plus, vous avez aussi une activité de coaching et de mentorat. Vous faites ça sur le côté, ou c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Alors, c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais c'est quelque chose, là encore, sur lequel je programme
d'allouer le moins de temps avec le maximum d'impact. Par exemple, avec les accélérateurs ou les incubateurs avec lesquels je travaille en tant que mentor, c'est juste un give back de mon temps. Ce n'est en aucun cas quelque chose de financier. C'est juste pour moi donc une manière de redonner et donc de contribuer en fait à l'avancement de mon écosystème, de l'écosystème des pays émergents, parce que je me suis toujours vu en tant qu'un citoyen du monde, et donc comme je pense Hélène a dû partager, j'ai quand même une présence avec des accélérateurs sur tous les continents du monde, donc soit en tant que mentor à distance, et donc heureusement qu'on a les technologies pour. Autrement, il y a par exemple, comme la semaine prochaine où je vais aller donc à l'université de New York à Abu Dhabi pour mentorer et donc prêter mon expertise au hackathon international pour le bien social. J'ai essayé de traduire un petit peu d'anglais. Donc c'est un hackathon annuel qui donne des résultats magnifiques, et donc pour moi c'est un plaisir d'aider. J'interviens dans des conférences, dans des workshops, etc. Mais ce que j'essaie de faire, c'est justement donc de trouver les organismes, de trouver les opportunités où je peux mettre le maximum d'impact, où je peux mettre quelque chose que je serai donc le seul à pouvoir mettre, et donc ça me permet un petit peu de ne pas éparpiller mes efforts, et en même temps de cibler un maximum d'impact. Waouh. Alors, si je peux vous demander, vous poser cette question, quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent chez les entrepreneurs que vous mentorez, que vous coachez? En fait, cette question-là, ça dépend. En fait, la réponse, ça dépend de quel endroit du monde on est. Chez les entrepreneurs marocains, on va rester dans votre écosystème de départ alors. En fait, on trouve l'un des deux choses, soit un problème de compréhension de processus de vente, et généralement comme je vais sortir dans un article que j'ai nommé les 5 Golden Rules of Being an Entrepreneur in Emergent Countries. Je parle justement de ces problématiques-là, et je parle surtout du fait qu'il faudrait qu'un entrepreneur africain qui comprenne que il faudrait se concentrer sur vendre. Non seulement c'est excellent d'essayer de travailler sur un produit scalable, mais il faut aussi comprendre que il faut transformer la proposition de valeur de ce produit en un service qu'on peut donner et qu'on peut gagner du cash flow avec, pour que ça nous permette en fait de survivre, parce que attendre de l'investissement de $250,000 dans un pays africain, c'est pas réaliste. Et donc, même moi, en tant qu'entrepreneur en série, je ne m'attends pas à ce genre d'investissement localement. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis en train de négocier de l'investissement, mais qui vient d'Europe, d'États-Unis ou de quelques pays d'Asie. Mais voilà, il faut comprendre que c'est pas en attendant et en cherchant de l'investissement à tout bout de champ que l'on réussira à entreprendre, mais il faudrait qu'on soit resourceful, qu'on puisse comprendre et qu'on ait l'ingéniosité de comprendre notre situation, et de faire tout pour générer du revenu à travers le talent de notre équipe, et à transformer en fait une partie du produit qu'on veut, le produit scalable qu'on veut sortir en un service qui puisse être quelque chose d'une puissance de génération de revenus récurrente. Donc, voilà. Je pense que oui, c'est un petit peu là où j'irai pour les problèmes que les entrepreneurs en fait africains ont.
Autrement, oui, il y a un petit peu de shortage de talent, ça c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qu'on pourrait pas surmonter. C'est surtout ça, c'est surtout qu'il meurt un petit peu tôt à cause de manque de visibilité du fait que l'investissement c'est quelque chose sur lequel il ne faudrait pas compter, au moins pour arriver à un cash flow positif. Ouais. Très bien. Et Tribu Digital, gardons donc ça bien à l'esprit. Hein. Nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Khalid, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Donc, Khalid, commençons donc par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Alors, quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez vous lancer à votre propre compte? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Pour moi, ça a été je code. J'ai lancé mon premier programme depuis l'âge de 14 ans, je pense, et donc pour moi, ça a toujours été une évidence que j'allais créer de la valeur, donc intrinsèquement avec des choses que je créais moi-même. Et donc ça s'est réassuré durant mon parcours. Une petite anecdote, j'ai essayé de travailler pendant 3 mois dans une SS2I. Au bout du 3e mois, en fait, j'ai lâché mes papiers. Je dis, je suis désolé, mais ça, c'est pas fait pour moi. Je pense que c'est là où j'ai décidé définitivement de suivre mon chemin et de ne plus revenir en arrière. Donc, je pense que c'est un petit peu là. Donc, pour moi, ça a toujours été une évidence, mais dès que j'ai essayé le marché de l'emploi, je me suis rendu compte que je peux pas changer, en fait, que je suis toujours un entrepreneur, que j'ai toujours été. Et qu'est-ce qui vous a attiré alors le plus dans cette vie d'entrepreneur? En fait, c'est l'opportunité de créer des choses ou de créer de la valeur ajoutée dont on comprend et dont on voit la finalité. Le problème avec des fois donc dans l'emploi, c'est qu'on travaille pour quelque chose dans lequel on ne croit pas ou dont on ne comprend pas la finalité ou dont on ne comprend pas l'impact, que ce soit social, que ce soit communautaire. Donc pour moi, ça a toujours été ça. J'aimais bien avoir une vision et de pouvoir réaliser cette vision qui était justement du changement et encore du changement dans ma communauté. Alors Khalid, vous avez lancé vos projets, vous êtes quand même maintenant un entrepreneur aguerri, et l'entrepreneuriat, c'est comme tout chemin de carrière, c'est pas facile et c'est même encore plus difficile dans certaines circonstances. Est-ce que vous pouvez ici nous emmener dans votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous pouvez nous emmener dans ce moment ou dans un de ces moments et nous le raconter et nous dire peut-être comment vous avez surmonté ce pire moment? Alors, je vais être un petit peu honnête et entrer dans un petit moment. Ma mère est tombée malade. Oui, et d'ailleurs c'est une histoire qui m'a dirigé vers SO Santé, mais on digresse. Donc en fait, quand ma mère est tombée malade, je me suis retrouvé à espérer et à vouloir l'aider avec tous les moyens possibles. Le problème, c'est que j'avais pas de moyens. Ça, c'était avant de créer ma première entreprise. Et depuis toujours, je pensais au changement communautaire, et c'est pour ça que j'ai travaillé dans plusieurs associations, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'échelle internationale. Mais après, je me suis dit, aujourd'hui, j'aimerais bien aider ma mère, j'aimerais bien, lui provenir tous les moyens possibles pour qu'elle guérisse, de l'emmener peut-être à un hôpital, je sais pas, en France, en Amérique, et pour qu'elle ait les meilleurs soins possibles. Et je me suis retrouvé à me dire, oui, mais avec quel argent, avec quels moyens je vais le faire? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, c'est très bien de travailler sur des projets sociétaux, des projets à impact sociétal, mais il faudrait aussi que ça me permette non seulement d'aider mes proches, mais aussi de pouvoir empower, de pouvoir supporter et aider d'autres personnes en besoin. Et ce n'est qu'en générant qu'en créant des moyens, qu'en générant de la proposition de valeur qui est sustainable, qui va me créer de la richesse
que je vais pouvoir partager, que je pourrai arriver à en fait vivre la liberté que je cherchais depuis toujours. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il faudrait se retrousser les manches et commencer à faire payer un petit peu aussi donc, ce que je faisais pour pouvoir justement aider d'autres personnes qui ont besoin de financement, qui ont besoin de moyens pour subsister. Oui, et Tribu Digital, les meilleures solutions viennent souvent des situations difficiles, de problèmes douloureux à résoudre et de besoins à combler. Et ça, c'est ici une leçon à retenir. Et Khalid, alors à l'inverse, est-ce qu'il y a eu peut-être un moment où vous avez eu une illumination, peut-être une idée géniale qui a fait tourner les choses ou fait basculer votre business en votre faveur, ou qui a peut-être même vous a forcé à pivoter et enfin décoller, si je puis dire. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Alors, je pense que ce qui m'a permis de décoller, c'était, je pense, puisque bien sûr, il y a toujours une période d'apprentissage. Et une période où on se dit, c'est pas grave si je fais ceci, si je fais cela, si je passe mon temps à ceci, pour m'améliorer, pour apprendre. Mais je pense qu'un jour, quand je suis allé à une conférence et j'étais speaker à ce moment-là et je pense que une des organisatrices m'a dit combien vous requêterez ou quelle compensation aimeriez-vous pour ceci. Je lui ai dit non mais je le fais bénévolement. Elle m'a dit mais la valeur que vous ajoutez est tellement forte et tellement intéressante que ça m'avait étonné que vous le fassiez bénévolement, que vous méritiez quand même d'être récompensé. Et je pense que c'est ce jour-là aussi où je me suis dit il y a certains modèles dans lesquels on peut être récompensé financièrement. Bien sûr, pour les associations, c'est toujours bénévolement, mais en intra-entreprise, en inter-entreprise, ça me permet aussi donc de générer du cash flow qui supporte aussi mes startups. Et d'ailleurs, un petit ajout, il faudrait récompenser votre équipe sur travail bien fait. Si vous voulez que votre équipe reste avec vous, que votre équipe ne vous lâche pas et qu'elle soit toujours heureuse de travailler les week-ends s'il le faut, parce qu'ils sont committés et parce qu'ils voient qu'ils sont récompensés sur leur travail. Donc, il y a des fois où ce que je gagne d'une conférence, je le verse à mon équipe en bonus pour leur dire, ou j'organise une petite fête avec mon équipe pour justement donc garder cette flamme-là. Et je pense que c'était ce moment-là où j'ai shifté de vision. Je me suis dit, je suis assez aguerri pour pouvoir donner donc de la valeur ajoutée que les gens seraient prêts à payer pour. Et Tribu Digital, c'est vraiment très important. Soutenez vos collaborateurs, récompensez votre équipe. Ils font partie de la réussite de votre projet. Merci pour ça, Khalid. Alors, Khalid, ici, si vous pouviez résumer la leçon clé que vous avez retirée de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doit vous retenir comme leçon de votre expérience? La leçon de mon expérience, je pense que je la lirai pour un entrepreneur ou un entrepreneur en devenir en 5 points. Donc, vivre sur du service en construisant votre produit scalable. Je sais que plusieurs d'entre vous ont des idées géniales, mais il faudrait penser déjà à la valeur intrinsèque que vous pouvez donner pour que ça vous permette en fait de survivre pendant que vous construisez votre produit. Pensez, je ne sais pas si vous connaissez le dicton, mais on dit crabs in a barrel. C'est des crabes dans un baril. Et qu'est-ce qu'ils font quand le baril bouille d'eau? Et qu'un crabe essaie de s'en sortir, les autres le retirent en bas. Donc, c'est en fait, il y a des fois où on passe dans tellement de compétitivité entre nous qu'on commence à se tirer dans les pieds. Et moi, ce que je dis, c'est que il faut penser à des moyens de collaborer, à du win-win à la place donc de se tirer dans les pieds, parce que le marché émergent est tellement grand, tellement vaste et tellement vierge
qu'on a tous notre espace, qu'on a tous notre place. Et encore, si on collabore, on pourra créer beaucoup plus de valeur et réussir encore bien mieux. Vendez, s'il vous plaît. Arrêtez de penser à perfectionner votre produit. Si ça donne de la valeur, si c'est correct, vendez-le et vous prendrez, vous utiliserez le cash généré pour encore améliorer. Nous, on a passé 2 ans, on a fait 3 versions et chaque version, on sort, on la vend, on teste avec nos clients et c'est à ce moment-là qu'on a du retour qui est vraiment constructif avec lesquels on améliorait et on perfectionnait. Et je dirais cette dernière chose, donc on dit toujours dans la Silicon Valley, on dit fail fast. Moi, je dirais à la place de fail fast, pivot fast. Ça veut dire pivoter rapidement, créer donc dans vos produits, pensez modulairement, pensez avec stratégie pour pouvoir réutiliser tous les éléments ou la plupart des éléments que vous avez développés, même quand vous pivotez. Donc prenez cette peine de penser le produit dans son entièreté en modulaire, en API pour pouvoir réutiliser les modules qui ont été donc acceptés par vos clients et pour pouvoir pivoter avec un minimum de ressources et avec une utilisation de ressources efficaces. Et je pense que c'est tout. Et s'il vous plaît, ne désespérez pas. L'entrepreneuriat, c'est une longue route et ça ne veut pas dire longue route que ça doit être 10 ans, mais vous pouvez y arriver puisque si vous pouvez un petit peu suivre ces conseils-là, je pense que vous pouvez au moins subsister en essayant d'y arriver. Wow, Khalid, que de bonnes choses. Oui. Merci beaucoup pour ça. Et nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ça marche. Alors, quelle est votre définition du succès? C'est qu'on soit libre de faire ce que l'on veut, y incluant aider nos proches et notre communauté. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour qui vous aide? Se réveiller, prendre un milkshake, répondre aux emails, après une série de réunions, je prends 2 heures par jour pour de la production de valeur et passage d'un petit moment avec madame. Donc ça me remonte toujours le moral. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Un livre pratique. Je pense les 7 règles des leaders les plus efficaces. Je pense que, je sais pas si je l'ai bien traduit, mais c'est de Stephen Covey. C'était l'un des premiers livres que j'ai lus et j'en ai tiré vraiment beaucoup de leçons positives. Quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? J'utilise beaucoup la suite de collaborative de Google, donc tout ce qui est Google Docs, Google Drive, Google Sheets, etc. J'utilise aussi Slack, j'utilise un peu Trello. Je pense que par rapport aux outils que j'utilise tous les jours, c'est un petit peu ça. Après, c'est des logiciels. Il y a des fois où j'utilise Photoshop, Illustrator et compagnie. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? L'intelligence artificielle, le IoT et la réalité augmentée. Je pense que ces 3-là sont les parties sur lesquelles je jouerai, je parierai pour la suite des choses. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Ça serait trop facile. Ne doute pas de toi.
que tu vas réussir à avoir la liberté que tu désires. N'oublie jamais là où tu es venu. Pense toujours à passer du temps avec ta famille. Le travail, ça restera toujours là. Ne sois pas naïf et vois les choses telles qu'elles sont. Organise tes priorités mieux et amuse-toi bien. Cela paraît tellement simple quand c'est dit comme ça. Khalid, merci beaucoup et on est arrivé à la fin de l'épisode. Encore merci de tout cœur d'avoir partagé généreusement alors toutes ces informations avec nous. Et Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note comme d'habitude et je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Khalid vous inspirera à faire le grand saut. Alors Khalid, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner avant de nous quitter, quel serait-il? Si vous êtes dans un travail où vous donnez de la valeur ajoutée, déjà je commencerai par donner cette même valeur ajoutée en tant qu'indépendant. Il y a énormément de plateformes qui peuvent vous permettre de faire ça. Juste pour tester vos capacités à le faire en tant qu'indépendant déjà. Donc vous avez Fiverr, vous avez Upwork, il y a énormément de plateformes que vous pouvez faire en étant en travaillant ou en continuant dans votre fonction. Et dès que vous sentez que vous pouvez donner et que vous avez la confiance de donner cette valeur en indépendant, que vous générez assez de cash pour subsister, sautez le pas parce que de toute façon ça mitige énormément le risque. Donc je comprendrai que si poursuivre une idée est trop, que ça fait trop peur. Donc, essayez de vous baser sur vos compétences intrinsèques et sautez le pas à partir de là. Tout est dit. Khalid, vraiment, merci beaucoup. Ce fut un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous peut-être comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Alors, pour ce qui est de SOS Santé, nous allons essayer de faire un lancement grand public d'ici la fin de l'année. Pour ce que je dirais à Tribu Digital, essayez je l'ai dit à moi-même à 18 ans, mais je vous le dis aussi. Donc, faites-vous confiance puisque, je l'ai toujours dit aussi, il n'y a personne à part vous pour quantifier et pour vous donner en fait la valeur que vous méritez. Donc prenez les choses en main et puis écoutez toujours Tribu Digital pour des chats très intéressants avec d'autres entrepreneurs que moi. Et puis bon voyage dans la journée d'entrepreneuriat. Et alors, merci pour ça, Khalid. Et est-ce qu'il y a un endroit où la Tribu Digitale, où nous pouvons vous rester en contact avec vous? Est-ce que vous avez un site internet, une page sur des réseaux sociaux? Donc, vous pouvez me retrouver moi sur LinkedIn, sur Facebook, c'est là où je suis, c'est de là où je suis le plus actif. C'est Khalid Machat. François partagera mon nom complet et c'est le même partout dans mes réseaux sociaux. Vous avez mon site khalidmachat.com où vous trouverez quelques informations détaillées sur moi. Pour nos sites de nos startups, donc il y a SOSsanté.co pour suivre en fait le lancement officiel de SOS Santé pour pouvoir vous protéger pendant que vous conduisez. Et sinon vous avez le site de candotechnologies.com. Si vous voulez rentrer en contact avec notre service technologique. Tribu Digital, vous venez d'entendre Khalid Machat partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Khalid dans la barre de recherche. C'est KHALID. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Khalid sur www.khalidmachat.com. Et là, c'est KHALIDMACHCHATE.com. On mettra tout ça sur le site internet et n'oubliez pas non plus de le suivre sur Facebook. Khalid, merci encore d'avoir partagé avec nous votre aventure. Je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Au revoir et c'est avec plaisir, François.
Hey, Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Khalid. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter et Instagram, @RevoDigital et Facebook, /Révolution Digitale. Comme d'habitude, on vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste Apple Podcast ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!